Chez nous, on parle de tout. Mais le numérique, c'est parfois un vrai casse-tête. Entre les réseaux sociaux, les jeux en ligne, l'achat du premier téléphone, pas toujours évident de bien comprendre les risques, enjeux et opportunités que peut apporter le numérique, ni de savoir comment poser les bonnes règles communes à toute la famille. C'est justement pour ça que Bouygues Télécom a lancé le programme Reconnecter, une série de vidéos YouTube animée par une psychologue pour des familles comme les nôtres, pour parler cyberharcèlement, cybersécurité, gaming, vie privée numérique ou achat du premier smartphone, sans tabou et avec bienveillance. C'est ludique, super utile et ça permet d'ouvrir facilement le dialogue à la maison avec tous les enfants de la famille. Parce qu'on se sent parfois dépassé et qu'on a tous besoin de repères pour accompagner nos enfants dans le monde numérique. Alors si vous êtes parents, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Bouygues Télécom pour découvrir le programme Reconnecter et vous saisir de conseils concrets et adaptés pour que le sujet du numérique ne soit plus un sujet d'embrouille à la maison. Allez, maintenant, place à l'épisode. Some things work better together, like NARS's Soft Matte Complete Concealer and Radiant Creamy Concealer. Soft Matte Complete Concealer erases and blurs imperfections with full coverage. Then, Radiant Creamy Concealer evens and brightens with a luxurious texture and radiant finish. 2 concealers, 1 flawless look. Perfect for a no-foundation base. NARS, better together. Visit Ulta to shop now. This episode is brought to you by State Farm. Knowing you could be saving money for the things you really want is a great feeling. Talk to a State Farm agent today to learn how you can choose to bundle and save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Bonjour, je suis Élise et vous êtes sur The Cool Step Family, le podcast qui donne enfin la parole aux familles recomposées. Aujourd'hui, en France, un enfant sur 10 vit en famille recomposée. Cela représente 1,5 million d'enfants et ce chiffre est en constante augmentation. Les familles recomposées sont donc une part entière et non négligeable de notre société. Pourtant, elles en sont globalement ignorées car bien trop peu ou mal représentées. Nous avons tous en tête les stéréotypes sur la famille recomposée, de Cendrillon, harcelé par sa terrible belle-mère et ses méchantes demi-sœurs, à Blanche-Neige, dont la belle-mère est une sorcière, si jalouse de sa belle-fille qu'elle souhaite la tuer. Les beaux-pères, eux, sont bien souvent absents. En réalité, et je m'en suis particulièrement rendu compte au moment de mon propre divorce, il n'existe pas, ou peu, de représentation positive de la belle parentalité. Sur The Cool Step Family, vous entendrez des belles-mères, des beaux-pères, mais aussi des beaux enfants. Ils vous raconteront leur quotidien de famille recomposée, sans filtre et pour de vrai. Ils vous confieront leur histoire, vous transmettront leur expérience, vous raconteront leurs anecdotes et vous diront tout sur les défis, mais aussi sur la richesse que peut offrir la vie en famille recomposée. Parce qu'heureusement, dans la vraie vie, il est évidemment possible de s'épanouir dans sa nouvelle tribu et de réussir le challenge de la famille recomposée. Et en vérité, ça peut même être super cool. Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. En France, il y a près d'un demi-million de veuves et veufs dits précoces, c'est-à-dire de moins de 55 ans. Leur âge moyen est de 41 ans. 80% sont des femmes et plus de la moitié ont des enfants à charge. Anaïs, elle, devient veuve à 24 ans. Son chéri a 28 ans lorsqu'il meurt, leur fille tout juste quelques mois. La vie d'Anaïs tourne au cauchemar en quelques heures. Anaïs m'avait écrit un très long mail pour me raconter son histoire. Je l'ai lu d'une traite, sans pouvoir m'arrêter, le souffle coupé et les larmes aux yeux. Et je me suis dit que oui, clairement, il nous fallait son histoire sur le podcast. Aujourd'hui, Anaïs est mariée avec Thomas, qui s'occupe de Sélénie exactement comme si c'était sa fille. Et ils ont depuis eu Hildegarde ensemble. Alors, comment ça se passe quand on est confronté à la mort de manière si brutale, si jeune ? Comment on en parle à son enfant ? Comment on gère l'aspect financier ? Comment on se réinvente un avenir ? Comment on parvient à remonter quand on touche le fond ? Et quand on rencontre l'amour, à nouveau, alors que jamais on n'aurait pu l'imaginer, comment on se détache de la culpabilité pour pouvoir vivre cette nouvelle histoire à fond ? Dans cette première partie d'épisode, on a discuté de tout ça avec Anaïs. Vous aurez la suite lundi prochain. L'objectif d'Anaïs est d'aller de l'avant et d'être heureuse sans jamais oublier Nathan, et je crois qu'elle y arrive plutôt bien. Alors j'espère très fort que cet épisode en 2 parties vous plaira. Vous pouvez laisser plein de petits messages à la géniale Anaïs qui le mérite tellement. Bonne écoute!
Salut Anaïs, merci beaucoup d'être à mon micro aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux me dire ce que tu fais dans la vie et de qui se compose ta famille recomposée, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Anaïs, je suis assistante commerciale pour une boîte et je suis la maman de 2 belles petites filles, Sélénie, donc ma première qui a 5 ans, et Hildegarde qui vient de fêter ses 4 mois. Ma famille se compose aussi forcément de mon mari, donc Thomas, avec qui on va fêter notre première année de mariage le 4 novembre. Et forcément de toutes les personnes qu'il y a autour, c'est-à-dire mes parents qui ont joué un rôle hyper important dans ma vie, et actuellement du coup mes beaux-parents, donc les parents de mon mari. Ok, ça marche. Et dans ta famille, tu ne mets pas ton premier mari décédé, le papa de Sélénie? Alors, c'est compliqué Ouais. parce que honnêtement, c'est toujours quelqu'un qui reste dans ma vie. Ce serait difficile aujourd'hui de dire le contraire. Maintenant, je le vois plus comme une personne qui a été dans ma vie et qui m'a fait grandir aussi sur certaines choses parce qu'on s'est rencontrés vraiment étant plus jeune. Mmh. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'aller de l'avant tout en gardant à l'esprit ce souvenir. Mais en tout cas, mon objectif, c'est vraiment d'aller de l'avant. D'accord, ok. C'est ce que tu vas nous raconter puisque tu as perdu ton premier mari qui est décédé. Aujourd'hui, tu vas nous raconter comment tu as réussi à recomposer une famille, en tout cas à avancer, comme tu le dis, après cette épreuve. Donc, est-ce que tu es ok de nous raconter un peu cette histoire avec ton premier mari, donc le papa de ta fille aînée? Oui, pas de souci. Alors, je précise juste, on n'était pas mariés, on était pacsés. Ah, d'accord, ok. Donc, en fait, je l'ai rencontré 5 ans, 4-5 ans, je dirais, avant la naissance de ma fille. Donc, une rencontre classique, enfin, tout allait bien, etc. On a eu notre premier appartement ensemble, on a acheté notre première maison ensemble. Et puis, en 2019, on a accueilli donc notre premier enfant, donc Sélénie, qui a 5 ans aujourd'hui, qui est né donc le 7 juillet 2019. Et le papa de Sélénie est décédé d'une mort brutale le 29 avril 2020. Donc, c'est-à-dire que Sélénie, elle avait un petit peu moins d'1 an, elle avait 10 mois. Pour vous donner le contexte, Nathan, c'était quelqu'un qui était en bonne santé, qui avait 28 ans, pas de problème de santé particulier, qui avait plutôt une bonne hygiène de vie en plus, qui fumait pas, qui buvait pas, qui faisait pas mal de sport. Pour les détails, on est à l'époque, au début du Covid, c'est le premier confinement. Lui, il bosse en banque, donc forcément, il reste à la maison. Moi, je suis préparatrice à pharmacie à l'époque, donc personnel soignant. Donc moi, je continue le boulot. Et un lundi, alors qu'on est en repos et que il fait hyper beau à cette époque-là de l'année, il tombe. Il tombe de sa chaise. Sur le coup, moi, je pense que c'est un malaise vagal. Et en fait, rapidement, je me rends compte que ça n'a rien à voir du tout et qu'en fait, il est en train de partir. Bon, là, honnêtement, il y a tout qui s'effondre. À l'instant T, aujourd'hui, avec le recul, je dis qu'il est en train de partir, mais à l'instant T, je m'en rends pas tellement compte. En fait, je me rends compte qu'il y a un problème. Je me rends bien compte qu'il se crispe et qui fait des bruits qui sont pas normaux, etc. Donc, j'appelle tout de suite les pompiers. Je commence un massage cardiaque et en fait, tout s'enchaîne. Les pompiers arrivent. Il se passe un certain temps, je pense, avant qu'ils l'emmènent. Mais moi, à ce moment-là, en fait, je suis avec ma fille et j'essaie pas de faire abstraction, mais d'occuper ma fille parce que je me dis qu'elle a moins d'1 an et que ça doit être compliqué pour elle aussi. Et surtout, moi, mon objectif, c'est que ma fille se rende compte de rien. Parce que à ce moment-là, je me dis, bon, bah, il y a 28 ans, il va revenir. Et il y a un moment donné où on va rentrer. Oui, toi, tu imagines pas une seule seconde qu'il est en train de mourir, si? Je pense que au fond de moi, je le sais. Parce qu'il y a des choses qui font que, voilà, en étant dans le médical, on s'en rend compte. Donc, je pense qu'au fond de moi, je le sais. Maintenant, j'ai quand même toujours ce truc de me dire, bah, il y a que 28 ans, on a la vie devant nous, on vient d'avoir un enfant, tout va bien, il n'y a pas de raison. Et en fait, si, on se rend compte en arrivant à l'hôpital qu'en fait, c'est extrêmement grave, qui a été, alors, c'est peut-être plus les bons termes parce que je pense que mon cerveau a trié les infos, mais qui a été mis dans un coma et qu'il y a très peu de chances qu'il se réveille. Et s'il se réveille, bah, ce sera plus jamais la même personne qu'on a connue. C'est-à-dire que son cerveau a été pendant longtemps privé d'oxygène et donc, même s'il revenait, voilà, ce serait plus la personne qu'on a connue du tout.
Ouais, d'accord. Parce que concrètement, comment ça se passe? Toi, tu pars dans l'ambulance avec ta fille ou pas du tout? Tu suis derrière? En fait, il reste un certain temps à la maison. Je pense qu'il y a un certain temps où ils essaient de le réanimer directement de chez moi. Mmh. Donc moi, je suis dans le salon. Franchement, il doit bien se passer au moins 1 heure. Donc en fait, j'ai le temps d'appeler mes parents. J'ai le temps d'appeler du monde pour venir m'aider. D'accord. Et mes parents restent à la maison. Et moi, je suis l'ambulance. D'accord, ok. En fait, j'ai pas le droit d'y monter, mais je suis l'ambulance. Donc on arrive aux urgences. Et là, il se passe 2 jours et demi d'horreur, d'attente, de questionnement. En fait, on sait pas trop ce qui va se passer. Moi, je passe mes journées et une partie de mes soirées aux urgences à attendre sur un banc. En fait, ma hantise à ce moment-là, c'est de me dire, si je m'en vais et qu'il se réveille, bah, je serai pas là. Mmh. Et si je m'en vais et qu'il part, bah, je serai pas là. Ouais. Donc, je suis dans une période un peu comme ça de flou, où finalement, mes parents, ils s'occupent quand même beaucoup de Sélénie, du coup, parce on est resté 1 semaine entre le moment de son malaise et le moment de ses obsèques. On est resté 1 semaine chez mes parents où mes parents ont géré absolument tout de A à Z concernant ma fille pour que moi, je sois vraiment focus sur ce que j'ai d'autre à gérer, c'est-à-dire Nathan. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe pendant cette période-là? Toi, du coup, tu es H24 à l'hôpital. Tu commences à envisager la suite ou pas du tout? Enfin, tu es dans quel état d'esprit? Alors, je suis une grosse partie de la journée à l'hôpital. Je rentre quand même dormir, mais clairement, je rentre dormir. Ma fille, elle dort déjà et je repars le matin, elle dort encore. Donc bon, c'est un peu compliqué. Et la suite, en fait, moi personnellement, je vis au jour le jour. Le lundi, c'est ça. Le mardi, ce sera autre chose. Le mercredi, ce sera autrement. Après, le mercredi, commence à se dessiner le fait que, forcément, son cerveau a été longtemps privé d'oxygène et que il y a peu de chances qu'il se réveille. Et même s'il se réveillait, ce serait plus du tout la même personne. Je suis quand même très terre à terre et je sais me dire que à 28 ans, on n'a pas envie d'une vie comme ça. On n'a pas envie du. C'est compliqué d'imaginer. Alors à n'importe quel âge, hein, on s'entend, mais c'est compliqué d'imaginer une vie à 28 ans où on n'est plus autonome, on n'est plus capable, etc., etc. Et heureusement, on n'a pas eu de choix à faire et le choix s'est imposé à nous-mêmes puisque les équipes médicales ont décidé d'arrêter les soins. D'accord, ok. Et donc, il va partir comme ça le 29 avril. Et comme je le disais, on est en plein Covid. Donc, première vague, vraiment quand c'est l'apocalypse totale et que tout le monde a peur pour sa vie. Et en fait, il est en réanimation. Et là, on apprend qu'en fait, on n'est pas censé aller le voir. Et je ne saurais plus dire son prénom, mais il y a une infirmière en réanimation qui est adorable et qui comprend un petit peu notre désarroi et qui finalement, nous donne l'autorisation de lui dire au revoir. Mmh. Parce que sinon, c'était même pas possible, en fait. En théorie, c'était même pas possible. Sinon, c'était pas envisageable. On est à une époque où la réanimation est blindée, où en fait on fait attention parce qu'on a peur du Covid, on a peur de l'attraper, on a peur pour notre vie, etc. Et à cette époque-là, tout est fermé en fait. Mmh. Tout est fermé. Donc heureusement, il y a une infirmière qui était très gentille, franchement adorable, et qui a fait en sorte qu'on puisse au moins lui dire au revoir. Ok. Donc, vous pouvez lui dire au revoir. Derrière, toi, tu as tout à organiser, alors que, voilà, il y a encore 8 jours, tout allait bien. Et là, tu te retrouves à organiser des obsèques avec une petite fille de 10 mois, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe et comment toi, tu arrives à survivre au milieu de tout ça? Franchement, que j'ai la tête dans le guidon. Heureusement, je suis pas toute seule, hein. J'ai quand même un coup de main, etc. Mais j'ai la tête dans le guidon. Pour parler grossièrement, 1 semaine avant, on parle de est-ce qu'on pourra repartir en vacances avec le Covid, etc. Et 8 jours après, on me demande qu'est-ce qu'il doit porter, quel cercueil on doit choisir. Je veux dire, à 28 ans, c'est pas des questions qu'on est censé se poser. Moi, à l'époque, j'en ai 24, et à 24 ans, je me pose pas la question. Enfin, je veux dire, c'est des questions qu'on n'est pas censé se poser. Et puis, de toute manière, je rentre dans un. J'ai la tête dans le guidon, donc il faut le faire. Il faut le faire, donc je le fais. Il faut choisir telle et telle chose, donc je le fais. Il faut choisir des musiques, donc on le fait. Et en fait, on se retrouve la tête dans le guidon. Forcément, Covid, toujours, donc des très petites obsèques. Au funérarium, je crois qu'on n'a pas le droit d'être plus de 10 personnes, donc même mes parents n'ont pas eu le droit d'être là. Mmh. Ah ouais. Voilà, donc ça a été aussi un cheminement, c'était compliqué. De toute manière, voilà, mes parents
au funérarium se sont occupés de ma fille. Heureusement, à l'église, il y avait quand même un peu plus d'ouverture et on pouvait quand même être beaucoup plus nombreux. Ça, j'en garde pas un mauvais souvenir, mais pas un bon non plus, mais juste d'un moment où il a fallu le faire, quoi. Enfin, c'est plus après où ça a commencé à être compliqué. Le après, tu veux dire quand tu rentres chez toi et que ça c'est terminé et qu'il faut réapprendre à vivre, quoi, sans lui. Exactement, le après quand on rentre chez soi, alors je suis restée une semaine, peut-être plus, chez mes parents, donc ça va. Enfin, finalement, il y a du monde autour de nous. Le soir, on discute, le soir, on n'est jamais toute seule, mais il y a un moment donné où, malheureusement, la vie, elle reprend son cours. Et de rentrer chez moi là où tout était arrivé avec ma fille, où tout était resté figé finalement, le repas du midi, son bol à déjeuner du matin, enfin, c'était compliqué. Heureusement, j'avais ma sœur qui était avec moi et je lui ai dit, écoute, je veux bien retourner à la maison, mais viens avec moi. Et heureusement, elle est venue et elle est rentrée en premier parce que tout était resté au sol. Donc, tous les trucs de soins, le sang, les vêtements, tout était resté comme ça. Donc, elle a tout caché avant qu'on arrive. Et en fait, je suis rentrée dans un espèce de tourbillon où il a fallu que je range absolument l'entièreté de ma maison. Pas ses vêtements, mais le bol à déjeuner, la tasse du midi, le repas du soir, enfin tout ce qu'on avait prévu. Ma sœur, elle m'a aidé à tout ranger pour que le soir, entre gros guillemets, je puisse penser à autre chose. Spoiler alert, ça n'a jamais fonctionné, hein, mais on a fait ça pour s'aider un peu, mais c'était compliqué. Et Sélénie, comment tu lui expliques les choses? Elle a 10 mois, quoi, elle a même pas un an. Est-ce que tu lui expliques les choses? Comment tu fais avec elle? À l'époque, elle parle pas encore. Je sais pas trop, j'avoue, si elle comprend même ce qui s'est passé, etc. Mais une chose est claire et j'ai mis tout le monde au clair là-dessus, toute ma famille, etc. Je ne mentirai pas à ma fille et ça ne sera pas un tabou. Moi, il était important pour moi que ma fille, elle sache qui était son papa, comment il était, d'où elle vient. J'ai pas envie de lui mentir, j'ai pas envie d'en faire un secret. Donc, très rapidement, alors j'avoue, je lui parle un peu toute seule, mais le soir, je lui dis que bah, son papa, il serait fier d'elle, que c'était quelqu'un de bien, qui s'en occupait bien, etc., etc. En fait, j'ai toujours voulu qu'elle sache la vérité. J'ai jamais rien voulu cacher. Et de fil en aiguille, de mois en mois, en fait, elle a compris de plus en plus, jusqu'au moment fatidique où, à la nounou, ils ont fait un cadeau pour la fête des pères. Et là, je pense qu'à l'époque, elle devait avoir 1 an et demi. Et en fait, comme je lui parlais très souvent, Céline, c'est une petite fille qui a parlé très tôt, avec qui on a pu facilement avoir de vraies conversations. Et elle m'a demandé gentiment pourquoi elle faisait un cadeau de fête des pères, mais qu'elle avait personne à qui le donner. Et là, je crois que ça a été la vraie première conversation qu'on a eue avec ma fille, où je lui ai dit que son papa était mort, mais qu'il était très présent pour elle, que c'était quelqu'un de bien, qu'il avait voulu autant que moi, et que malheureusement, la vie fait que. J'avais quand même pris conseil auprès d'une infirmière pédopsie pour utiliser les bons mots et les bons termes, parce que je voulais pas faire d'impair. Et ça s'est fait comme ça, en fait. Ça a été tout un cheminement où on s'est construites toutes les deux entre filles. Ouais, et c'était quoi les bons mots, les bons termes? On t'avait conseillé quoi et on t'avait conseillé d'éviter quoi comme terme? Alors, on m'avait conseillé d'éviter de dire que son papa était parti au ciel, que son papa était décédé, parce que ça, c'est un mot qu'ils ne comprennent pas, de ne pas dire que son papa était malade, parce que... En fait, ils expliquent que c'est trop imagé pour eux et que pour eux, de toute façon, la mort, c'est qu'un concept. C'est pas associé à de la douleur comme nous, on pourrait avoir mal en parlant de la mort. Fallait surtout pas dire qu'il était malade, parce que si un jour, tôt ou tard, moi je suis malade, du style un rhume ou une grippe, et ben elle se ferait un sang d'encre. De pas dire qu'il était au ciel, parce que si jamais un jour on prendrait l'avion, et ben elle penserait peut-être qu'on irait le rejoindre, etc., etc. Et j'avoue que moi, je suis aussi très terre à terre sur ça. Voilà, la base, c'est il est mort, il reviendra plus, c'est irrémédiable, c'est irréversible. Et dans ma tête, je m'étais dit que plus tôt elle comprendrait avec les bons mots, plus vite ce serait clair, entre guillemets, entre nous. Et moi, j'aurais de conversations à avoir avec elle
Oui, tu lui as expliqué de manière factuelle les choses et sans enrober d'images en effet qui peuvent être peut-être plus compliquées en Ouais. fait pour eux. Et ouais, ok. Ouais, j'ai fait simple. J'ai dit la vérité et ce qu'il en était vraiment. Ok. Et donc raconte-nous alors, tu disais qu'à ce moment-là, bah, vous commencez votre vie toutes les deux entre filles. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette période? Alors, j'ai pas repris le boulot tout de suite parce que, bon, Covid, problème de garde, etc., etc. Donc, j'ai pas repris le boulot tout de suite. Et je me suis dit, OK, Alice, en septembre, on se fait une rentrée, elle et moi. Donc, c'est-à-dire, elle retourne à la nounou et toi, tu retournes bosser parce que sinon, ben, j'ai que ça à faire, en fait, de broyer du noir, d'avoir des mauvaises pensées, de pas bouger, etc., etc. Et là où ça a été une facilité pour moi d'avoir Sélénie, c'est qu'en fait, ben, elle attend pas. À midi, elle doit manger, au soir, elle doit manger, elle doit prendre le bain, il y a des choses à faire. Hmm. Et en fait, c'est elle qui m'a forcé, entre guillemets, à me lever tous les matins, Ouais, c'est clair, je vois. à continuer à bouger parce qu'un enfant d'un an ne peut pas rester enfermé, on a fêté son premier anniversaire et on a fait une belle fête d'anniversaire parce que elle le mérite. Elle y est pour rien dans l'histoire. Donc en fait, on a continué comme ça, étape par étape, à avancer elle et moi. Et finalement, de fil en aiguille, on a tissé une relation qui est assez intense. Encore aujourd'hui, hein, on est toutes les deux très très proches et c'est très intense entre nous. On est très très collés serrés, elle et moi, parce que la vie fait que on a vécu ça toutes les deux et que ça a vraiment été mon pilier. Mais il y a pas eu que ça. En attendant de reprendre le boulot, j'ai eu mon père et donc sa femme, que je considère comme ma mère, Hmm. qui m'a beaucoup aidée. Ils ont été là nuit et jour. Enfin voilà, je pouvais les appeler à n'importe quelle heure, ils m'appelaient à n'importe quelle heure, ils venaient à la maison, ils m'ont fait des repas, enfin voilà, vraiment des choses de la vie quotidienne pour me faciliter la vie et en fait, ça a été, depuis ce moment-là, c'est mon noyau dur entre Sélénie et mes parents. C'est, voilà, eux-mêmes ont une relation particulière, mais moi, je suis beaucoup plus proche de mes parents aujourd'hui que je ne l'étais avant. Hmm. Mais toi, dans le mail que tu m'as envoyé quand tu m'as contacté, tu me disais quand même que tu avais vécu des moments hyper sombres où tu as presque hésité entre rester, partir, et que ta vie, elle ressemblait tellement pas à ce que tu avais imaginé, parce que je crois que tu vouliez plusieurs enfants aussi avec Nathan, et tu te retrouves en fait dans un truc. Avant de reprendre le boulot, j'ai eu des périodes compliquées. La seule chose qui m'a fait tenir très clairement, c'est Sélénie. Hmm. J'ai quand même fait une tentative de suicide. Bon, j'en suis pas fière, mais il y a un soir où tout était trop sombre. Il y Hmm. avait plus, pardon. Non, mais vas-y, c'est normal. Non, mais il y avait Plus plus, voilà, d'avenir, là quoi. où Tu voyais Sélénie, plus de. c'était, ouais, là Hmm. où Sélénie, c'était mon phare dans la nuit. Et ben là, là, ce jour-là, il y en avait plus. Enfin, je voyais que le noir autour. Hmm. Je voyais que ça. C'était compliqué parce que je vivais toujours dans la maison qu'on avait achetée ensemble. Tout transpirait notre vie tous les trois. On avait prévu d'avoir plusieurs enfants, on avait plein de projets, et puis même de toute manière, quand tu rencontres quelqu'un, que tu te paxes, que tu achètes une maison et que tu as un premier enfant, bah, la suite logique, ça aurait été d'en avoir un autre, de Hmm. peut-être se marier, etc. Et en fait, là, tout tombe à l'eau. Hmm. Et quand ça fait 5 ans que tu es avec la même personne, que tu es une équipe et que tu fonctionnes en équipe, que tu es une famille, etc., de te retrouver, alors j'étais pas toute seule, il y avait Célénie, mais de n'avoir personne à qui parler, de n'avoir personne à qui raconter sa journée, qui appelait sur le retour du boulot, etc. Ça, je l'ai fait encore très longtemps après son décès. Je prenais machinalement, je prenais la route du boulot et puis je l'appelais, mais en fait, il Hmm. n'y a jamais personne qui répondait. Yeah. Donc en fait, il a fallu apprendre à détricoter toute la vie que j'avais avant et à se refaire une vie après. Et étonnamment, ce qui m'a le plus fait mal à ce moment-là, donc déjà de un, le décès, ça c'est une chose, mais autour de ça, ça a été le regard des gens. C'est vrai. Parce que j'étais la pauvre La fille veuve, qui avait quoi. perdu son Hmm. mari et qui pas n'avait pas d'avenir, mais je pense que les gens n'osaient plus me parler, ne serait-ce que pour prendre des nouvelles. Donc du coup, en fait, je me suis retrouvée très très seule. Enfin, moi, je me suis sentie très très seule. T'as pas des copines, rien qui sont restées. T'as eu l'impression que ça faisait un peu fuir les gens. Alors, j'ai deux grandes copines qui ont toujours été là et Hmm. qui sont toujours là aujourd'hui. Donc ça, oui, mais après,
il y a toute la période des obsèques. Donc ça, c'est une chose, on est très entouré, etc. Il y a le moment où on rentre, où on se sent très seul. Et en fait, il y a un moment donné où la vie reprend, Ouais, pour les même, autres. même chez les Ouais. personnes qui étaient là pour toi. Mm. Donc, quelque part, bah, toi, t'es pas toute seule parce que j'ai jamais été toute seule. Mais voilà, je sentais bien que même de m'envoyer un coucou, comment ça va, bah, c'était un sujet parce que potentiellement, j'aurais répondu que non, ça va pas et je pense que les gens ont envie d'être là, mais n'ont pas non plus envie d'être hyper confrontés à la mort, surtout quand on est jeune. Et toi, si tu avais des conseils, tu vois, justement, à donner aux gens qui pourraient nous écouter et qui pourraient avoir un proche auquel ça arrive, toi, tu aurais aimé quoi, en fait? Qu'on n'ait pas de gêne avec toi, qu'on continue à t'appeler et qu'on continue à te demander si ça va, même... USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Visit USAA.com/bundle. Bundle savings are off total premium, not available in all states or in all situations. To qualify, auto policy must be active prior to property policy issue, subject to change. Restrictions apply. Membership eligibility and product restrictions apply and are subject to change. USAA means United Services Automobile Association and its affiliates, San Antonio, Texas. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. Si tu répondais toujours non, bah, jusqu'au jour où tu aurais dit oui, en fait, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, c'est Ouais. de continuer à envoyer des messages au même titre que de prendre des nouvelles lambda de n'importe qui. Voilà, comme on peut le faire une fois de temps en temps, envoyer un texto pour demander des nouvelles, savoir ce qui se passe dans la vie des autres, etc., pour se tenir informé. J'aurais aimé qu'on continue ça. Et j'aurais aussi aimé qu'il y ait quelqu'un qui me dise, écoute Anaïs, aujourd'hui c'est dur, demain ce sera plus facile. Parce que toi, tu n'avais pas, j'imagine, dans ton entourage, évidemment, de personnes qui pouvaient te dire, voilà, je suis passée par là. Enfin, c'est sûr, quand tu te retrouves veuve à 24 ans, je pense que les modèles autour, évidemment, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de modèles, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Et surtout, si tu veux prendre un exemple, ça va être des personnes qui vont avoir un certain nombre d'années déjà. Donc, quelque part, t'as pas les mêmes inquiétudes parce qu'il faut le dire aussi, c'est l'éducation d'une toute petite fille parce que il y a pas de modèle paternel et on sait que pour un enfant avoir deux parents, ne serait-ce que pour la gestion de la vie courante, c'est plus facile. Donc il y a ça, il y a le fait que c'est il y a aussi tout l'aspect, et ça il faut le dire, faut y penser, il y a tout l'aspect financier aussi. On venait d'acheter une maison, et le crédit immobilier, il s'arrête pas parce que il y en a un des deux qui est parti. Et comment ça se passe justement concrètement? Il y a une assurance qui a pris le relais. Oui, il y a une assurance qui a pris le relais, mais il y a quand même un delta où faut assumer. Je veux dire, ça se fait pas du jour au lendemain. Le temps que ça se mette Alors en après, place. on est quand même en France et il y a plein de choses qui sont faites. Je vais pas mentir et j'en ai pas honte. J'ai eu des aides, etc. pour Sélénie, etc. Non, mais c'est très bien que tu le racontes. Mais ça se fait très bien. Ça se fait même trop bien parce que j'étais encore en plein deuil et en fait, la sécurité sociale se met en lien avec tous les autres organismes. Et en fait, j'ai reçu des courriers où moi-même, j'avais pas encore pris conscience que ça y est, j'étais une mère célibataire, une mère seule, au point de vue de l'État, que les papiers étaient déjà faits. Donc, quelque part, c'est bien, mais il y a quand même des aspects où à 24 ans, tu te poses la question parce que à 24 ans, tu as le temps de faire un crédit IMO, à 24 ans, tu as le temps d'acheter une voiture à crédit parce que tu auras le temps de la rembourser, parce que tu es en CDI et que tout va rouler. Mais en fait, non, la vie, c'est pas ça. La vie, même à 24 ans, pourquoi ça roule pas? En tout cas, c'est pas de la manière dont on s'est fait des idées. Ouais, que tu avais imaginé. Ouais. Et dans ton mail, tu me disais que petit à petit, et puis notamment après cette tentative de suicide, tu as repris le dessus, que tes nuits sont devenues plus douces, tes journées aussi, etc. Est-ce que tu peux nous raconter comment? Déjà, est-ce que tu as eu de l'aide, toi? Est-ce que tu as vu quelqu'un, un psychologue ou quelque chose ou... En septembre, donc j'ai repris le boulot, donc déjà ça m'a fait énormément de bien, ne serait-ce que d'avoir un rythme et de penser à autre chose la journée parce que notre esprit il est occupé par autre chose, par le boulot, etc. J'ai changé de poste aussi pour avoir plus de temps avec ma fille.
Et ça, t'as trouvé de la compréhension, tu vois, de la part de tes patrons? Pas du tout. Ok, super. Non, pas du tout. Faut savoir que comme il est décédé en avril, il y a eu toute la période estivale. Je bossais dans une grosse pharma. Et quand je suis rentrée, j'ai essayé d'y retourner en septembre. Je crois que j'ai fait une journée et tout le monde me faisait la tête parce que j'étais pas là pendant la période estivale. Oh là là, non mais c'est pas vrai. Bon, en gros, je m'étais fait des vacances à l'œil, quoi. Enfin, c'était un peu ça qu'on me disait et que je ressentais. Donc en fait, j'ai donné ma démission et j'y suis plus jamais retournée. Ouais, t'as bien fait, ouais. Ouais, et puis de toute manière, honnêtement, j'avais les épaules pour la vie avec Céline, j'avais les épaules pour reprendre le boulot. Moi, j'avais pas les épaules pour les enfantillages qui tournaient autour du poste. Donc, j'ai trouvé une pharmacie dans un plus petit secteur avec des horaires plus sympas et plus pratiques pour élever un enfant toute seule. D'accord, parfait. Et en parallèle, donc, j'ai commencé à... Alors, j'ai été voir une infirmière pédopsie pour m'aider avec Céline parce que ça, c'était mon grand sujet. Et je disais toujours à mes parents, et je pense qu'ils s'en souviennent encore, je disais toujours à mes parents, mais moi, je veux pas que Céline, elle se souvienne d'une mère qui faisait que pleurer. Tu vois, j'avais cette image-là de Céline plus vieille à qui on disait alors comment c'était ton enfance, qu'est-ce que tu as vécu et tout. Et j'avais la hantise que Céline dise à tout le monde, bah en fait ma mère elle a fait que pleurer parce que mon papa il est parti en fait. Donc en fait ça je me suis mis un point d'honneur à faire plein de choses hyper cool avec elle, mais aussi je voulais pas cacher à Céline quand je pleurais, et quand je pleurais elle me demandait souvent pourquoi je pleurais, et je lui disais tu sais ton papa il me manque. Voilà, je voulais lui montrer que c'était normal en fait de pleurer un petit peu et de ressentir un manque de quelqu'un qui est parti. Et aujourd'hui, je trouve ça sain parce qu'aujourd'hui, son rapport à son papa, en fait, il est extrêmement sain, et elle sait d'où elle vient et elle sait pourquoi. Et voilà, et je trouve ça bien qu'on puisse en discuter, elle et moi, tu vois. Oui, il n'y a eu aucune gêne et tabou autour. Ah oui, non. Et puis, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Moi, si elle me pose la question, alors bien sûr, je vais pas commencer à donner tous les détails parce qu'elle est petite, mais il n'y a pas de secret. Elle sait exactement ce qui s'est passé, et je trouve ça sain. Et donc, j'ai commencé un suivi psy avec une psy qui était formidable, qui m'a aidée sur beaucoup, beaucoup de choses et que je vois encore de temps en temps pour certains moments de ma vie. Voilà. Et de fil en aiguille, ça a été plus facile, tellement plus facile qu'après, ça a été j'ai réussi plutôt à me souvenir des bons, tu vois, à me remémorer les bons moments plutôt que le décès et tout ce qui gravite autour. Et tu dirais que c'est le temps qui a fait son œuvre en fait, comme on dit, c'est le temps qui a fait que c'est devenu plus doux? C'est le temps qui a aidé, parce que ça c'est indéniable, on peut pas s'en remettre en une semaine, c'est pas possible. C'est la vie qui fait parce que la vie continue, parce que moi j'ai vu Céline continuer à grandir, parce qu'elle m'a pas attendue. Et moi je voulais pas perdre des moments hyper importants. Donc voilà, et en fait ça a été aussi beaucoup mon entourage, parce que moi mes parents ils ont été hyper présents, et encore aujourd'hui ils le sont. Member Week is here at Lowe's. Don't miss your chance to get up to 40% off hundreds of items like paint, outdoor and home essentials, and more. Shop our exclusive deals happening in-store and online now through May 14th. Not a rewards member? Join for free today and get ready to save more. Lowe's, we help, you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. McCrispy strips are now at McDonald's. I hope you're ready for the most dippable chicken in McDonald's history. Dip it in all the sauces. Dip it in that hot sauce in your bag. Dip it in your McFlurry. Your dip is your business. McCrispy strips at McDonald's. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu t'imaginais qu'un jour, peut-être tu retomberais amoureuse, ou c'était inenvisageable pour toi et tu n'y pensais pas du tout? Alors, mon père, il est un peu comme moi, très terre à terre, et il m'a toujours dit, tu sais, Anaïs, t'as que 24 ans. Et tu peux pas te faire des promesses, parce que je lui disais toujours, moi je te préviens papa, je vendrai ma maison, je partirai avec Céline, je referai jamais d'enfants, etc., etc. Et souvent mon père il rigolait et il disait, tu sais Anaïs, t'as que... Alors à cette époque-là j'en avais peut-être 26, 27. Tu sais Anaïs, t'as l'âge que tu as, t'es très jeune, ne fais pas des plans sur la comète, tu pourrais être étonnée. Et c'est vrai que souvent je lui dis, oh, arrête tes bêtises, etc., etc. Et finalement en arrivant
à mon nouveau poste, ça a été mieux, etc., etc. Et j'ai rencontré alors je voudrais pas dire de bêtises, on est en 2024, donc en 2021, Ouais. il me semble. En 2021, j'ai rencontré mon mari actuel sur mon lieu de travail. Donc c'était 1 an après, c'est ça, à peu près? 1 an et demi, ouais. 1 an et demi, ouais, d'accord, ok. Et donc, raconte-nous alors cette rencontre. Est-ce que tout de suite, tu sens qu'il va y avoir un truc? Est-ce que ça se fait petit à petit? Alors, faut savoir que c'est très compliqué, hein, j'aime bien les histoires compliquées, visiblement. Mhm. Quand j'ai rencontré Thomas était en instance de divorce, Ok, pour des raisons qui sont les leurs, etc., etc. Donc, en fait, lui, pas du tout dans l'optique de refaire sa vie, et moi, pas du tout dans l'optique de refaire ma vie. Donc, on a commencé à se parler comme ça, d'abord pour le boulot, ensuite un petit peu plus de la vie courante, etc., etc. lui, il bossait vraiment dans la même boîte que toi, en fait. C'était un collègue. En fait, mon mari est infirmier libéral. D'accord, ok, Il venait chercher des traitements à ma pharmacie ok, pour ses patients. Parce qu'en fait, d'accord, on travaillait dans le même secteur géographique. ok. Donc, ça s'est fait comme ça. Et attends, lui, il est en instance de divorce, mais par contre, ils avaient pas d'enfants, hein, ensemble. Non, 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 pas d'enfants ensemble, juste. Donc la maison était vendue, le divorce était lancé, ils vivaient chacun de leur côté. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. De fil en aiguille, on a discuté un peu de nos vies, etc. Voilà, de choses classiques qu'on pourrait se dire l'un et l'autre. Lui, il était encore en pleine période il savait pas de quoi l'avenir serait fait non plus. Et voilà, on a commencé à se parler, à discuter, etc., etc. On s'est très bien entendu. L'avantage qu'il y a eu entre nos deux, c'est que lui, comme moi, avait vécu un peu des histoires compliquées à chacun notre échelle. Et en fait, on savait exactement ce qu'on voulait et on savait surtout ce qu'on ne voulait plus. Il me parle de son mariage qui va se terminer. Moi, je lui parle du fait que j'élève ma fille et que toute ma vie, elle a articulé autour d'elle. Je veux pas d'autres enfants, mais en même temps, lui, voilà, il se voit pas avec quelqu'un d'autre, etc., etc. Et en fait, je pense qu'entre guillemets, c'est dans notre malheur, je mets ça entre gros guillemets, mais dans notre malheur qu'on s'est compris, en fait, où on s'est dit, OK, en fait, moi, je veux ça, moi, je veux ça, moi, je veux ça, lui veut ça, etc. Et en fait, ça s'est fait hyper naturellement. Hmm. Mais toi, tu dirais que tu as ressenti à quel moment, tu vois, qu'il pouvait y avoir quelque chose avec lui? C'est compliqué. Je pense que j'ai ouvert les vannes, entre guillemets, quand on a vraiment eu une conversation où je lui ai raconté mon histoire, etc. Et où je lui ai dit que voilà, ma fille, c'était toute ma vie, etc., etc. Et je sais à ce moment-là, il m'a dit, mais tu sais, moi, le fait que tu aies un enfant, ça me dérange pas, au contraire. Et là, ça y est, là, de savoir que quelqu'un acceptait mon histoire et le fait que je sois toute seule avec une fille, etc. Parce que mine de rien, j'ai quand même vécu pas mal de regards malveillants. Moi, je l'ai vécu comme ça. Après, peut-être que les personnes l'ont pas fait dans ce sens-là, mais j'étais la pauvre fille de 24 ans qui était toute seule en train d'élever sa gamine. C'est quand même pas dans les critères idéaux de la famille, quoi. Et ça, tu pensais que ça pourrait être un frein pour un homme, par exemple, qui pourrait ne pas avoir envie de prendre tout ce petit paquet-là, quoi. Ouais, je pense parce que à l'époque, j'étais même pas vraiment remise du Hmm. décès de Nathan. Et en fait, je pense que à l'époque, alors je le dis avec le recul, mais à cette époque-là, je m'en rendais pas compte. Mais je pense que en fait, j'ai un peu foncé tête baissée dans le sens où, dans ma tête, il fallait que la vie continue. Et Hmm. je pense que quelque part, de vouloir continuer comme ça à vivre, etc., c'était peut-être pas forcément pour les bonnes raisons. Et c'était aussi parce que je pense que j'avais peur de me retrouver toute seule, en fait. Et qu'est-ce que vous faites? Parce que là, toutes ces discussions, vous les avez dans le cadre du boulot ou il y a un moment où vous, je sais pas, vous allez boire un verre ensemble ou comment ça évolue votre histoire? Alors, il y a une fabuleuse histoire d'ailleurs qu'on a racontée au Mhm. mariage. Comme on bosse dans le même secteur, je lui dis, écoute, est-ce que tu as envie qu'on mange ensemble à midi, etc. C'était en plein été. Est-ce que tu as envie qu'on mange ensemble à midi, etc. Il me dit, oui, bah, si tu veux, on décide de faire voilà, sur une pause de manger ensemble, mais c'est vraiment pas, c'est pas dans l'optique d'avoir un rendez-vous ou quoi que ce Hmm. soit, tu vois, c'est vraiment, on mange ensemble, c'est sympa, on s'entend bien. À l'époque, on n'est même pas ensemble. Et je crois même qu'à ce moment-là, enfin, lui-même ne sait pas trop où sa vie, elle va mener, Hmm. etc., etc. Tu vois, donc on n'est pas du tout dans l'optique de se mettre ensemble, etc. Vous n'êtes pas du tout dans la séduction ni rien, c'est juste vous êtes bien ensemble et vous avez envie de passer un moment plus prolongé ensemble, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On discute,
on débriefe de notre journée parce qu'en plus, potentiellement, on a les mêmes patients, plus ou moins. Donc, tu vois, on en discute, etc. On en rigole, etc. Et en fait, on décide de commander. Donc, on commande. Alors, faut savoir que on est quand même dans une petite ville. Hein. C'est pas non plus la capitale où tu peux commander à foison, etc. Donc, on commande un Uber Eats. Et j'en rigole parce que c'est vraiment une histoire. Et en fait, on se rend compte que bah, là, on est dehors dans un parc et tout tranquille en train de manger. Et en fait, pas de couvert dans le sachet. Et en fait, on a passé bien une demi-heure à devoir aller chercher des couverts. Et donc finalement, on a mangé rapidement et tout. Donc, c'était pas hyper idéal, etc. Et en fait, cette histoire de couvert, ça nous a tellement suivi qu'aujourd'hui, Thomas, il y a un couteau tatoué et moi, j'ai une fourchette. Ah, excellent. Donc, quand il a fallu trouver un tatouage en commun, eh bien, c'était cette histoire-là qu'on avait ressortie, etc. Mais à l'époque, en tout cas, moi, de mon côté, et je pense que c'est pareil de son côté, je pense que c'est ce jour-là où il s'est passé quelque chose. Où vraiment, on a commencé à discuter de nos histoires, etc., quoi. Ok. Et à quel moment, toi, tu décides d'en parler à Sélénie? Tu vois, de lui dire que t'as... Je sais pas, à quel moment déjà, toi, ça devient un amoureux et à quel moment tu te dis qu'il faut que tu lui en parles, enfin, en tout cas, que tu as envie de lui en parler? Je pense que toutes les mères célibataires qui m'écoutent comprendront ce que je vais dire. On rentre dans une phase où, en fait, on se voit, mais le soir, quand Sélénie, elle dort, il vient voilà, à la maison, on regarde des séries, des trucs et tout. Il vient une fois qu'elle est endormie et il repart avant qu'elle se réveille, quoi. Ah oui, de toute façon, il passe pas la nuit. Ouais, on l'a toutes fait, ouais, en effet. Tout le monde l'a fait. Je pense que c'est la C'est base ça. de tous les trucs. Mais voilà, non, il passe pas la nuit là. Et puis moi, à l'époque, ça peut paraître bizarre, mais en fait, à l'époque, ma maison, bah, c'est encore plein d'affaires de Nathan. J'ai pas débarrassé, j'ai pas voulu ranger, j'ai pas voulu faire de la place dans le dressing. Ça a été toute une histoire aussi, faire de la place dans le dressing. J'ai rien rangé et après, de fil en aiguille, alors, il y en a qui y croiront, il y en a qui y croiront pas. En tout cas, moi, je le dis tel que c'était. Il y a un moment donné, en fait, où depuis le décès, je fais des cauchemars. Donc, toutes les nuits, systématiquement, j'endors pas la nuit, je fais des cauchemars, je revis la scène, etc., etc. Je me vois faire autrement, je me vois appeler plus tôt et qu'ils reviennent, etc., etc. Donc, en fait, c'est un gros sujet et c'est pour ça que pendant longtemps, j'ai été voir un psychologue parce que du coup, j'endormais pas la nuit. Parce que tu ressens une culpabilité, en fait, toi. Voilà. Ben, avec des si, on sait bien, hein, on refait le monde, mais en fait, à ce moment-là, je suis toute seule à la maison. Donc, je fais un massage cardiaque, tant bien que mal, j'appelle les pompiers, enfin voilà. Et en fait, oui, forcément, il y a une petite part de culpabilité, même si, d'ailleurs, cette infirmière qui était absolument géniale m'a dit, mais Anaïs, tu aurais pu faire tout ce que tu voulais, c'était trop tard, il était déjà parti. Donc, voilà, donc en fait, le fait est que j'ai massé, que j'ai fait ce que j'ai pu, etc. Mais en fait, il était déjà parti. Mais la vie fait que, ben, forcément, quand tu as le temps d'y repenser, tu te dis que ben, peut-être que si tu avais appelé avant, peut-être que si... Mais des trucs tout bêtes, tu vois, peut-être que si la veille, on n'avait pas été en plein soleil, mais ça n'a rien à voir. En fait, c'est même pas... Ouais, bien sûr. C'est même pas logique ce qu'on se dit à ce moment-là, mais le fait est qu'en fait, chaque nuit, je fais des cauchemars et je revis inlassablement la scène, etc., etc. Donc, ça devient très, très lourd à un moment donné. Et il y a un soir où je fais un rêve. Alors, qu'on y croit pas, etc. J'ai dit que je raconterais mon histoire, donc je la raconte telle qu'elle est. Bah ouais, on est là pour ça. Il y a un soir où je fais un rêve et où je vois Nathan, et en fait, c'est un rêve différent de tous les autres. Oui, je sais, c'est vraiment pas cool de vous laisser comme ça. C'est quoi ce rêve différent de tous les autres? Et il va découler sur quoi? Pour le savoir, il faudra être là lundi prochain. J'espère que cette première partie d'épisode vous a plu et que vous avez hâte d'entendre la suite. N'hésitez pas à le faire circuler autour de vous et à mettre 5 étoiles au podcast sur vos plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast et surtout, ce qui serait génial, c'est que si vous êtes en train d'écouter cet épisode sur Apple Podcast, vous pouvez cliquer sur « Laisser un avis » et dire à quel point vous aimez The Cool Step Family. Si ça peut être votre petite BA de la nouvelle année, je vous envoie un immense merci. On se retrouve lundi prochain pour la suite de l'histoire d'Anaïs. D'ici là, prenez soin de vous et let's go les Cool Step Families. You're looking for. It's a new start to the next week.